Je dis, bonjour Marion, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton travail et de toi-même? Oui, bien sûr. Donc, je suis Marion Bailly, je suis donc fondatrice et dirigeante du cabinet Dans l'air du temps, qui est spécialisé dans le développement durable et l'économie circulaire. D'accord. Et donc, en fait, qu'est-ce que l'économie circulaire et le développement durable et qu'est-ce qui fait qu'on doit aller vers le développement durable et l'économie circulaire? Il y a plusieurs choses. On pourrait partir de divers constats, de chiffres clés. Aujourd'hui, il faut savoir que dans le monde, il y a 250 millions d'enfants entre 5 et 14 ans qui travaillent. Un autre chiffre impressionnant, c'est que 40% des espèces sauvages ont disparu en 40 ans. Et il y a la moitié des espèces actuelles qui risquent de disparaître d'ici la fin du siècle. Il y a 30% des réserves naturelles qui ont été consommées en 30 ans. Je ne sais pas si vous imaginez. Et au jour d'aujourd'hui, on est à un tonnage extrait de matières premières qui culmine à 62 milliards de tonnes. Donc c'est absolument édifiant. Et pour donner un exemple, on a l'indium qui rentre dans la constitution des ordinateurs. Il n'y en a plus que pour 10-15 ans. L'or, 10-15 ans. Le gaz, 65 ans. Des chiffres comme ça, il y en a plein. Il y a 1000 fois plus de produits chimiques utilisés dans le siècle. Enfin voilà, donc ces chiffres font un peu froid dans le dos, sont un peu anxiogènes. Faut effectivement arrêter avec ce qu'on appelle l'économie linéaire. L'économie linéaire, c'est quoi? C'est le fait qu'on extrait des matières premières, on fabrique des produits, on les consomme et on les jette. Et ce modèle, donc ça fait des déchets, ce modèle, il est tout simplement pas compatible avec le fait qu'il y a une finitude des ressources naturelles, elles ne sont pas infinies. Donc de fait, ce modèle d'économie linéaire, il va contribuer à la raréfaction des matières premières, il va contribuer à la fluctuation du prix des matières premières et il va aussi en fait entraîner l'épuisement des énergies non renouvelables. Donc, et c'est d'autant plus accentué avec la croissance démographique, puisqu'on sera peut-être 9 ou 10 milliards en 2050. Donc, on a un modèle, pour résumer, qui fait travailler des enfants dans des pays comme la Chine, l'Inde, l'Afrique, etc. On a un modèle qui a une inégale répartition des richesses, c'est-à-dire qu'elle rapporte beaucoup à peu de personnes. Et on a un modèle qui épuise les ressources. Donc, à un moment, il faut se questionner, il faut changer de modèle économique. Et la question fondamentale, c'est comment on crée de la richesse économique, puisqu'on en a besoin de créer de la richesse économique, tout en limitant la consommation de ressources et tout en étant plus responsable. Donc, c'est comment on crée de la valeur ajoutée pour tout le monde, en fait. C'est ça. Et bien, pour ça, il faut changer de paradigme. Il faut aller vers une économie fondée sur ce qu'on appelle sur les 3 R. On réduit, on réutilise, on recycle, qui va viser en fait le découplage entre la consommation de ressources et la croissance économique, en fait. Et en fait, c'est le modèle de l'économie circulaire. Qu'est-ce que l'économie circulaire et non plus linéaire? C'est un modèle économique qui permet de proposer des biens et des services tout en limitant la consommation de ressources, le gaspillage des matières premières, qui permet de réduire les impacts sur l'environnement et de refermer le cycle de vie des produits. Donc ça se base sur un principe de Lavoisier qui dit que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc en fait, on part des écosystèmes naturels, on s'en inspire de la nature. Dans la nature, les nutriments, ils retournent à la terre. Dans la nature, les matériaux circulent. Les déchets d'une espèce, ils peuvent constituer la nourriture d'une autre. Enfin, les déchets sont des ressources, en fait. Et donc, l'économie circulaire, c'est ça. C'est une économie qui est sobre en ressources naturelles et en ressources non renouvelables. C'est une économie qui est sobre en carbone, sobre en énergie, et qui permet, en fait, d'être une économie du territoire, local, et qui crée de l'emploi. C'est ça, l'économie circulaire. Alors voilà, c'est bien d'en parler, mais qu'est-ce qu'on a comme exemple d'entreprise? C'est ce que j'allais dire. Alors voilà, les exemples d'entreprise. Je vous donne un premier exemple qui est une association à Arcachon, qui en fait récupère les pots de pêche, les pots usagés des poissons de pêche, qui les tannent, non pas avec du cuir, mais avec un mimosa, qui est une espèce invasive locale dans l'écosystème, donc ça arrange l'écosystème, et du coup ils en font des sacs. Et ils insèrent aussi des personnes en difficulté. Donc il y a un mécanisme d'insertion par le travail. Donc il y a des bénéfices économiques, il y a des bénéfices sociaux et il y a des bénéfices environnementaux. Un autre exemple, on peut prendre l'exemple de Malango.
Malongo, qui fait du café. Malongo, il a développé, pour lutter contre l'obsolescence programmée, tout le monde a entendu parler de l'obsolescence programmée, les produits qui n'arrêtent pas de tomber en panne et qui ne durent pas longtemps, et bien eux, ils proposent une machine pour le café qui est réparable à l'infini. Donc en fait, cette machine, elle s'appelle Eco. Et en fait, cette machine, elle comporte un minimum de matières différentes. Elle est, en fait, ce sont des clips qui sont assemblés et qui sont démontables et remplaçables facilement. Il y a un minimum de matière et un minimum de métaux. Et donc voilà, c'est une machine qui est réparable à l'infini. Voilà, c'est un deuxième exemple. Un troisième exemple que je peux vous donner, c'est l'exemple d'Interface Flore, qui est une grande entreprise américaine. Et en fait, cette entreprise, elle a une mission qu'elle appelle la mission zéro. C'est-à-dire qu'elle veut couper le cordon ombilical avec le carbone. Être moins dépendante du pétrole. Et donc en fait, cette entreprise, elle fabrique des moquettes. Et en fait, elle a son projet, qui actuellement est mis en œuvre, c'est qu'elle a des moquettes qui sont moins impactantes sur l'environnement et qui créent un impact sociétal, c'est-à-dire un impact positif sur le développement des communautés locales. Donc en fait, comment ça marche? C'est que cette Interface Flore, au lieu de vendre ces moquettes, il en loue l'usage. C'est-à-dire qu'il reste propriétaire de ces moquettes et il vend l'usage de la moquette. Et donc, en fin de vie, paf, il récupère les moquettes usagées et il les recycle. Et ce qui fait que ces moquettes contiennent de la fibre recyclée. Et en parallèle, il développe aussi des moquettes à base de fibres végétales, de la fibre de coco, et aussi avec des filets de pêche usagés. Et ils ont fait ça aux Philippines. Tous les filets de pêche usagés des pêcheurs, ils les récupèrent, ils rémunèrent les pêcheurs pour cela. Et avec ces filets de pêche, ils les dépolymérisent et ils font des moquettes. Et ils rémunèrent les pêcheurs, et les pêcheurs, du coup, ils ont pu créer une petite communauté bancaire locale. Donc voilà, ça a un impact sur la communauté locale. Donc toutes ces actions, ça leur a permis de passer environ de 12 kg de CO2 par mètre carré de moquette à 3 kg de CO2 par mètre carré de moquette. Donc c'est intéressant. Et j'ai un dernier exemple, j'ai deux derniers exemples. J'ai un exemple d'une entreprise qui s'appelle Patagonia, qui fabrique des vêtements de sport. Et Patagonia, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, ils sont dans la logique de la promotion de ce qui dure et non pas de ce qui est neuf. C'est-à-dire, ils disent, il y a mieux que ce qui est neuf, mais il y a ce qui dure. Et pour ça, en fait, ils reprennent les vêtements usagés de leurs clients, ils les remettent à neuf et ils les remettent en vente dans le circuit d'occasion. Donc ça fait que leurs vêtements d'occasion sont en concurrence avec la vente de leurs produits neufs. Donc ils sont très engagés, en fait. Un autre exemple, c'est Upcycle. Alors, Upcycle, c'est une entreprise française, petite PME, qui en fait récupère le marc de café. Vous savez, le marc de café qu'on a effectivement chez les restaurateurs, les distributeurs de café automatique qu'on a dans différents endroits. Et ben, en fait, ils récupèrent ce marc de café et ils en font ce qu'on appelle, ils l'utilisent en fait pour faire cultiver des champignons et des pleurotes, ce qu'on appelle. Ils ont fait une qualité exceptionnelle, puis après ils vendent leurs champignons. Et en fait, ils insèrent aussi des personnes par le travail. Donc, ils valorisent 2 tonnes de marc de café par semaine, ça 500 000 tasses. C'est énorme. Donc, pareil, bienfaits sociaux, bienfaits économiques, bienfaits environnementaux. Donc voilà, l'économie circulaire, c'est un premier aspect qu'on a vu, mais le développement durable dans tout ça. Et bien en fait, l'économie circulaire fait partie du développement durable. Le développement durable, c'est encore plus large. C'est un modèle de développement qui pose la question de dire comment est-ce qu'en fait on répond aux besoins des générations actuelles sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs besoins, en fait. Donc on pense à nos enfants, à nos petits-enfants. Et en fait, ça peut se faire qu'en conciliant 3 piliers. L'efficacité économique, il en faut, l'équité sociale et la préservation de l'environnement. Donc on trouve un équilibre entre les 3 piliers. Donc concrètement, moi j'accompagne les entreprises. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour les entreprises? Pour les entreprises, en fait, c'est ce qu'on appelle des principes de RSE, de responsabilité sociétale des entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire, responsabilité sociétale des entreprises? Ça veut dire concrètement que les entreprises, elles vont travailler à la fois sur l'économie, la rentabilité économique, donc des produits et des services qui intègrent les principes de développement durable. Elles vont travailler sur la préservation de l'environnement, donc à la fois en amont sur la consommation de ressources, pour en fait diminuer leur consommation d'eau, d'énergie, de matières premières, et puis en aval sur les rejets. Moins de déchets, moins d'atteinte à la biodiversité, moins de bruit, moins de pollution de l'air, l'eau, les sols, etc. Et puis troisième axe, elles travaillent en interne, chez elles, dans l'entreprise, sur l'équité sociale. Donc là, c'est la gestion des ressources humaines, une politique sociale avancée, équité entre les salariés, bonne rémunération, bonne protection de la santé des collaborateurs,
évolution des compétences, etc. Et puis il y a l'équité sociétale. Et qu'est-ce que c'est que le sociétal? C'est l'entreprise qui est acteur dans le développement économique de son territoire, c'est-à-dire qu'elle est ancrée dans un territoire, et c'est comment elle fait appel à des fournisseurs et des sous-traitants locaux, de proximité. Comment est-ce qu'elle a des partenariats avec des associations? Comment est-ce qu'elle a des partenariats avec les collectivités, avec les écoles, comment elle fait du mécénat, voilà, c'est tous ces sujets-là. Donc, finalement, pour l'entreprise, c'est quoi? C'est de viser le long terme et l'équilibre entre les trois piliers. Voilà. Donc ça, c'est le développement durable et la responsabilité sociétale de l'entreprise. Mais la question, c'est qu'est-ce qui fait que les entreprises, elles s'engagent, en fait, dans le sujet? Pourquoi? Ben, il y a plusieurs facteurs. Il y a d'abord le fait que la réglementation s'accélère. Il y a des réglementations en environnement, sur le social, sur l'économie, qui fait que les entreprises sont obligées de les prendre en compte et donc d'aller vers le développement durable et la RSE. Il faut savoir que les entreprises aujourd'hui qui ont plus de 500 personnes sont obligées de faire un rapport sur le développement durable et de dire comment elles prennent en compte ces problématiques dans leur entreprise. Donc voilà, la réglementation s'accélère. Ensuite, il y a les attentes sociétales. Qu'est-ce que sont les attentes sociétales? Les attentes sociétales, ça veut dire qu'on a de plus en plus de consommateurs. Les consommateurs deviennent acteurs de leur consommation. Ils veulent des produits sains, ils veulent des produits qui respectent leur santé, ils veulent des produits bons pour l'environnement. Et ça, c'est de plus en plus. Toutes les enquêtes le montrent. Il y a ce deuxième facteur, et puis il y a encore deux autres facteurs. Le troisième facteur, c'est l'attente des clients. C'est-à-dire que les entreprises, elles ont l'attente de leurs clients en matière de développement durable. C'est des grands donneurs d'ordre privés et publics. Ils leur disent qu'est-ce que vous faites en matière de développement durable. Donc ça, c'est vraiment une impulsion forte pour faire que les PME s'engagent dans la démarche. Et puis la quatrième chose, c'est la volonté du chef d'entreprise tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il peut avoir des enfants, des petits-enfants, donc il est touché. Et puis aussi parce qu'il se rend compte qu'il peut lier business et développement durable et que pour lui, ça peut être source de performance globale pour son entreprise en fait. Voilà pourquoi il s'engage globalement. Après, effectivement, on peut se poser la question, il s'engage, mais c'est quoi les bénéfices? Et est-ce qu'il y a des exemples d'entreprises en fait? La question. Voilà, les bénéfices. Alors, vraiment un premier bénéfice, c'est tout d'abord la diminution des dépenses et la maîtrise des consommations d'eau, d'énergie, de matières premières, augmentation de la durée de vie des produits. Donc, je vous donne un exemple, deux exemples. Une entreprise s'appelle Pocheco, qui est dans le Nord-Pas-de-Calais, qu'on a d'ailleurs vu dans le documentaire Demain de Mélanie Laurent. Cette entreprise, en fait, elle fait de la mise sous pli automatique d'enveloppe. Et elle a complètement revu son process de production avec l'environnement. Et ça lui coûte moins cher aujourd'hui de produire son enveloppe qu'avant quand elle n'avait pas mis en place des mesures de protection environnementale. En fait, elle a investi, c'est vrai au départ, mais aujourd'hui elle a un bon retour sur investissement. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est autonome en ressources hydriques. C'est-à-dire qu'en fait, elle utilise l'eau de pluie pour laver les machines, pour la climatisation et les sanitaires. Et elle économise, je ne sais pas si vous voyez, 160 litres d'eau par heure. Donc c'est énorme. Énorme. Voilà. Après, pour le traitement de ces eaux usées, elle fait ce qu'on appelle de la phytorémédiation. Donc ça, en fait, ça veut dire que ce sont des plantes qui sont capables d'absorber la pollution. D'accord. Elle a mis des panneaux photovoltaïques sur son toit, et puis elle a une toiture végétalisée. Et en fait, elle a aussi son chauffage, le chauffage de l'atelier qui est assuré par la chaleur qui est dégagée par les compresseurs des machines, qui est récupérée, et par une chaudière bois qui est alimentée par les palettes de bois qui sont des déchets. Donc en fait, grâce à ça, elle économise 119 tonnes, je crois environ, de CO2 par an. Mais ça a un coût quand même. Oui, ça a un coût. Pour mettre ça en route. Ça a un coût, ça a demandé beaucoup d'investissement au départ, et le retour sur investissement, on va le voir, ça va se faire sur 10-15 ans. Ça demande un investissement, donc on va le voir qu'il peut y avoir des freins à ce niveau-là. Et c'est surtout, au-delà du coût, que dans le terme de bénéfices, elle va fidéliser ses clients, elle va avoir une meilleure image, elle va aujourd'hui diminuer ses coûts de production, ce qui n'était pas le cas au départ. Donc voilà, c'est un triple bénéfice en fait. Il faut savoir aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a installé des ruches pour abeilles sur le toit, elle a installé des nichoirs à oiseaux, elle a fait des plantations et elle a un retour de la biodiversité sur le site. Ça, c'est génial. Ça veut dire qu'on voit des papillons qu'on n'avait pas vus depuis 50 ans. Quoi. Donc c'est quand même exceptionnel. Les voisins, ils sont contents d'habiter à côté de cette entreprise. Enfin, c'est tout bénef, quoi. Une super image. Donc ça a une valeur immatérielle, cette image qu'elle a, en fait, au-delà de l'investissement qu'elle a eu au départ. Donc il y a ça comme exemple. Et puis il y a l'entreprise Arteprint, qui est un imprimeur. Lui, il a carrément fait ce qu'on appelle un bilan carbone. C'est un bilan de gaz à effet de serre. Et il a étudié ses différents postes. Et grâce à ça, en fait,
et s'est rendu compte que son transport lui faisait beaucoup d'émissions de carbone et lui coûtait très cher, parce qu'en fait, il n'optimisait pas ses livraisons. Donc en optimisant ses livraisons, en revoyant le processus de circuit, et ben, il a économisé 70 000 € par an. Donc c'est énorme. Voilà, donc ça c'était un premier bénéfice. Un second bénéfice, c'est la productivité et la motivation des gens. Parce que si on a une politique sociale avancée, là je parle en termes de ressources humaines, politique sociale avancée, forcément les gens vont être plus motivés, forcément vont être plus productifs. Donc l'entreprise qui axe la qualité du travail, le bien-être, le climat social, l'ambiance, le dialogue social, etc., ben, on va avoir moins de turnover, on va avoir moins d'absentéisme et on va avoir des salariés plus motivés, plus productifs. Des salariés plus fidèles à l'entreprise, voilà, on va attirer de meilleurs talents, etc. Donc là, j'ai deux exemples. Une entreprise s'appelle Plus que Parfait, ils sont à peu près 160. Donc cette entreprise, en fait, ils sont dans le nettoyage. Et souvent dans le nettoyage, les conditions de travail et les politiques sociales, elles sont pas très reluisantes dans le nettoyage, hein, ça on peut s'en douter. Hein. Les femmes isolées, voilà, voilà, le travail isolé, le transport, 4 heures de transport, voilà, c'est vraiment pour aller travailler dans les entreprises de nettoyage, je pense que c'est assez lourd. Et bien cette entreprise-là, en fait, elle a mis en place un dialogue social avancé, et ce qui fait qu'elle a fait des réunions 2 fois par an avec tous ses salariés, et elle les fait rencontrer les fournisseurs pour améliorer le référencement des produits qui sont utilisés sur le terrain. Elle leur présente aussi la stratégie de l'entreprise, donc c'est intéressant en termes de transparence et de gouvernance. Elle embauche des personnes en situation de handicap, 80% de travailleurs handicapés. Et pour ça, c'est une entreprise en fait qui a un agrément, une entreprise adaptée, ce qu'on appelle adaptée, elle a des aides pour ça. Et puis, elle embauche aussi des personnes éloignées de l'emploi, donc c'est une entreprise d'insertion. Et cette entreprise, elle travaille aussi sur l'équilibre vie privée, vie professionnelle, elle a une politique de formation très ambitieuse, enfin voilà. Elle a une politique sociale avancée et ses salariés, mais ils sont motivés, ils sont plus productifs, donc voilà. Après, j'ai une plus petite boîte qui fait 28 personnes, qui est une entreprise qui est dans le négoce de matériel médical. Et cette entreprise, en fait, elle a mis en place, dès le départ, une mutuelle pour ses salariés. Alors que c'est obligatoire d'avoir une mutuelle dans l'équipe boîte que depuis 2016. Donc elle avait pris beaucoup d'avance. Elle a mis en place un plan d'épargne entreprise. Donc les salariés peuvent épargner sur le plan qui est abondé par l'entreprise aussi. Elle les a envoyés, elle a envoyé tous les salariés, ils ont fait un voyage pour aller au Mali. Et en fait, là-bas, ils ont construit un puits, etc. Donc en fait, ça a motivé les gens. Voilà. Et cette entreprise, elle projette régulièrement des films sur le développement durable, donc ce qui motive les salariés. Elle a fait passer aussi des ergonomes qui ont revu en fait les postes de travail. Donc en fait, pour que les gens soient mieux installés et moins de douleurs, moins de troubles musculo-squelettiques, ce qu'on appelle moins de tendinite, etc. Et ils sont aussi installés dans des locaux qu'on appelle HQE de haute qualité environnementale. Voilà, elle fait aussi des analyses de la qualité d'air, elle fait plein de choses, elle a une politique de formation supérieure à la moyenne de son secteur, etc. Et donc les salariés sont très motivés. Après, il y a un troisième bénéfice qui est très important, c'est que le développement durable, quand les PME s'y engagent, ça leur permet de répondre aux attentes des donneurs d'ordre privés et publics. Et il y a des attentes de plus en plus importantes qui sont dans les cahiers des charges des acheteurs. Et là, je vous donne un exemple qui est encore une fois l'entreprise Arteprint, cet imprimeur, qui en fait, c'était des gros clients, des banquiers, des assurances qui lui demandaient des critères en matière de développement durable. Et donc cette entreprise, elle a engagé plusieurs certifications. Donc elle est certifiée Imprime Vert. Imprime Vert, c'est une marque pour les imprimeurs qui respectent l'environnement. Elle est certifiée ISO 14001. Donc l'ISO 14001, c'est une norme qui permet en fait d'intégrer l'environnement dans toutes les dimensions de l'entreprise. Et elle est certifiée pour sa chaîne de papier, le papier utilisé, PEFC et FSC, qui sont 2 certifications qui assurent que le papier provient de forêts qui sont gérées durablement. Donc voilà, donc ça lui permet effectivement de fidéliser ses clients. Les salariés sont super fiers et ils véhiculent cette image à l'extérieur de l'entreprise. Voilà. Un quatrième bénéfice qui est très important, c'est l'innovation. C'est-à-dire que le développement durable, on en a parlé, ça permet d'innover et de faire que l'environnement est source de créativité et d'innovation dans les produits et les services. Alors là, j'ai 2 exemples. L'entreprise Notox. Notox, elle fabrique des planches de surf à base de fibres de lin. Donc le lin, c'est un matériau moins impactant sur l'environnement. Et donc du coup, le fait d'avoir fait des planches de surf à base de fibres de lin, ça a permis d'avoir des performances techniques supérieures. C'est-à-dire que l'environnement est source d'une meilleure fonctionnalité du produit. Donc c'est quand même génial. Et après, un deuxième exemple, c'est l'entreprise Steelcase, qui fabrique du matériel de bureau.
et qui a fabriqué des chaises éco-conçues. Ça veut dire quoi, des chaises de bureau éco-conçues? Ça veut dire que ces chaises, elles contiennent 44% de matériaux recyclés. Elles sont démontables en 5 minutes, donc c'est génial. Les éléments se remplacent très facilement. Donc il y a une augmentation de la durée de vie du produit, ce qui est quand même vachement intéressant pour lutter contre l'obsolescence programmée. Et puis il y a une diminution, je crois, d'un volume de 30% des emballages. Donc voilà, donc c'est vraiment un produit éco-innovant. Donc quand on éco-innove, il faut évidemment être prêt, il faut que les consommateurs soient prêts à payer. Donc, ça dépend de son marché, ça dépend de son business. Il ne faut pas non plus y aller s'il n'y a pas le marché qui n'est pas prêt, parce que sinon on se met en danger. Donc ça, c'est pas à pas, c'est en fonction de ses enjeux, son business, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des potentialités pour innover et les consommateurs sont de plus en plus prêts et les attentes des clients. Après, il y a d'autres bénéfices comme le fait qu'on dialogue mieux avec son territoire, avec les collectivités locales, avec les clients, les fournisseurs, les salariés, les associations, les ONG, etc. On diminue les risques d'image. Les risques d'image, quand on a une corruption, on prend une amende et l'image, elle en prend un coup. Hein. Donc voilà, le développement durable, c'est aussi l'éthique. Hein. Donc voilà, donc il y a des diminutions des risques sociaux, des risques sociétaux, des risques environnementaux, des risques réglementaires. Parce que quand on n'est pas conforme à la réglementation, on risque une amende. On prévient les contentieux, on a moins de passages au prud'homme. Si je reprends l'exemple de la société dont je vous ai parlé de nettoyage, plus que parfait, et ben cette entreprise qui a une politique sociale avancée, elle a eu un passage au prud'homme en 8 ans, ce qui est très 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 peu dans le secteur du nettoyage, où ils engagent 5% de la masse salariale en général pour le passage au prud'homme. Et en plus, cette entreprise, voilà, elle a perdu très peu de clients en 8 ans. Donc voilà, donc c'est intéressant, on diminue les risques, on se différencie de la concurrence, on anticipe la réglementation, etc. Donc il y a quand même beaucoup de bénéfices, et je vais donner des exemples d'entreprises. Maintenant, il y a aussi des freins. Et il y a des freins, et la question, c'est aussi comment l'entreprise peut faire face à ces freins et engager la démarche de RSE et de développement durable. Alors en fait, les freins, on va distinguer les PME et les grands groupes. Pour les PME, c'est le manque de temps, très clairement, hein, et le manque de moyens. Les chefs d'entreprise, ils sont au four et au moulin. Donc ils sont débordés, ils sont dans la réactivité, voilà, les entreprises PME elles sont très souples, elles réagissent très vite, mais voilà, forcément elles manquent de moyens pour engager quelqu'un à plein temps sur le développement durable. Donc ça c'est un premier frein. Un deuxième frein, c'est le budget, parce qu'effectivement, ça demande quand même un investissement au départ, alors qui peut, si on a une vision long terme et si on a les reins solides, permettre d'avoir un retour sur investissement à terme. C'est vrai que pour des petites entreprises qui ont un taux de rentabilité qui n'est absolument pas bon, etc., ça va être compliqué d'engager la démarche parce qu'elles vont devoir remplir les carnets de commande à court terme, elles peuvent avoir des problèmes de trésorerie. Donc, c'est pas un monde de bisounours, c'est pas si simple. Il faut comprendre ces enjeux et voir économiquement si on peut y aller, quand est-ce qu'on peut y aller, comment on peut y aller. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les entreprises qui ont engagé une démarche de développement durable sur le long terme, je dis bien sur le long terme, qui ont poursuivi, qui n'ont pas fait des petites actions comme ça, qui sont allées au bout pendant longtemps, qui ont su communiquer après dessus, elles sont toutes plus rentables. Tous les études le démontrent. Donc en fait, les freins, c'est que aussi les entreprises, elles attendent le dernier moment d'être au pied du mur pour pouvoir faire quelque chose. Ça, c'est le propre de l'être humain. Alors que finalement, c'est quand tout va bien qu'il faut essayer d'y aller pas à pas et de commencer à engager la démarche, quoi. Donc en fait, voilà. Alors, il y a aussi le fait qu'elles n'ont pas forcément de visibilité sur le retour sur investissement. Moi, quand je vais voir mes clients, ils disent souvent, mais combien ça va m'apporter? Moi, je ne peux pas dire tout de suite. Votre politique sociale avancée, votre politique environnementale, ça va vous rapporter ça. C'est impossible parce qu'il y a beaucoup de qualitatifs et c'est du long terme, c'est du matériel, c'est de l'image, etc. Donc voilà. Alors après, il y a aussi qu'il y a des attentes contradictoires des clients. C'est-à-dire que les clients disent oui, mais les critères de développement durable dans le cahier des charges, il faut que tu répondes au développement durable, fournisseur. Mais je suis pas prêt à payer plus cher. Donc voilà, ça c'est aussi un frein, quoi. Mais malgré tout, les entreprises avancent. Il faut y aller pas à pas dans une démarche step by step de progrès. Hein, donc ça, c'est fondamental. Les grands groupes, je parle rapidement 2 secondes des grands groupes. Ils ont des freins aussi, les grands groupes, qui sont différents des PME. Ils ont les moyens, ils ont le temps, ils peuvent embaucher quelqu'un à plein temps, ils peuvent avoir une équipe sur le développement durable. Le truc, c'est que c'est lourd, il y a des procédures, il y a plusieurs entités business qui vont réussir à déployer le développement durable jusqu'au bout sur le terrain, c'est compliqué. Les gens, c'est des numéros, donc les gens, ils sont loin de la direction, ils sont pas proches, etc. Donc, pour la politique sociale, c'est pas forcément évident, et il y a un décalage souvent entre les beaux rapports de développement durable qui annoncent qu'ils font plein de choses et le terrain dans les pratiques professionnelles. Donc les entreprises, elles doivent y aller pas à pas, step by step, démarche de progrès, en fonction de leurs enjeux prioritaires. C'est-à-dire que leurs enjeux prioritaires, c'est souvent les enjeux sectoriels du secteur. C'est évident que quand on est une entreprise de l'agroalimentaire,
On n'a pas les mêmes enjeux que quand on est une entreprise de téléphonie mobile. Exact. Dans la téléphonie mobile, ça paraît évident, ça va être les conditions de travail des fournisseurs, des sous-traitants qui sont en Asie, qui fabriquent les téléphones. Ça va être l'environnement, les problèmes de ressources pour fabriquer les téléphones, évidemment, qu'on va plus avoir dans 10-30 ans. L'agroalimentaire, par contre, les enjeux majeurs, ça va être la répartition de la valeur ajoutée sur toute la chaîne et la rémunération de nos agriculteurs, qui soit juste, parce que hein, quand on voit dans la filière lait comment ils sont payés, voilà, c'est un exemple. Et puis dans l'agroalimentaire, ça va être aussi la relation avec le consommateur, c'est-à-dire on veut des produits de qualité, sains, sans OGM, sans pesticides, etc. Donc en fait, l'entreprise, elle doit travailler en fonction de ces enjeux pour pouvoir être la plus efficace possible sur le développement durable et là, faire avancer elle-même et la société. Mais elle doit des fois commencer par des actions de bon sens symboliques, des petites actions, des éco-gestes qui permettent d'économiser d'énergie, meilleure gestion des déchets, faire des économies, etc. Elle doit commencer par des actions de bon sens. Et puis, après, elle met souvent en place des bonnes pratiques qui sont un peu dispersées, qui ne sont pas forcément en lien avec la stratégie de la boîte. Et après, progressivement, l'entreprise, elle va intégrer le développement durable et l'économie circulaire dans sa stratégie. Et elle va changer de modèle économique. Et c'est là qu'elle en retire la meilleure valeur ajoutée et le meilleur retour sur investissement. Donc voilà. Donc, voilà. Moi, j'accompagne les entreprises, donc avec mon cabinet dans l'air du temps. Donc, qu'est-ce que je propose au cabinet dans l'air du temps? Je propose 4 axes d'accompagnement. Un premier axe qui est d'aider l'entreprise à innover et intégrer l'économie circulaire dans son modèle économique, en faisant appel à l'intelligence collective et créative des collaborateurs, puisque j'accompagne aussi les salariés sur la façon de co-construire une politique RSE, co-construire un plan d'action RSE, un plan d'action de développement durable, parce que plus on mobilise les salariés, plus en fait ils vont être acteurs du changement, hein, et ils vont pouvoir se mobiliser, etc. J'ai un deuxième axe d'accompagnement qui est sur j'aide les entreprises à structurer leur démarche RSE pour aller dans une démarche de progrès de long terme. La troisième axe, c'est j'aide les collaborateurs de l'entreprise à se mobiliser sur la démarche en proposant des workshops, donc des ateliers sur des thèmes divers qui peuvent être l'économie d'énergie, la gestion des déchets, les passerelles entre l'entreprise et le monde de l'enseignement, les critères de RSE liés à la rémunération, enfin plein de sujets qui mobilisent, qui font réfléchir les gens, qui les mobilisent sur le sujet. Et je fais aussi la conduite du changement pour pas à pas intégrer durablement la RSE dans les façons de faire et dans les pratiques professionnelles concrètement au quotidien. Et le quatrième axe, enfin, c'est la communication et la capitalisation sur les points forts de l'entreprise en RSE pour qu'elle puisse accélérer son retour sur investissement, qu'elle puisse mieux répondre aux attentes des clients. Donc ça, c'est les 4 axes d'accompagnement de mon cabinet. Alors, moi, je trouve que c'est un défi passionnant. C'est un défi super intéressant. En tout cas, j'ai une légende dans mon entreprise qui se base sur la légende amérindienne utilisée par Pierre Rabhi, qui est sur la légende du colibri. Parce qu'en fait, je considère que chacun fait sa part. Il faut arrêter de dire oui, c'est les politiques, machin. Bien sûr que les politiques ont un rôle, bien sûr les industriels ont un rôle, mais les consommateurs, c'est eux qui peuvent faire changer les choses. Les consommateurs peuvent faire changer les choses en actant des produits différents, des services différents, et ben la boîte sera obligée de changer. Donc chacun peut faire sa part, et j'aime beaucoup cette légende du colibri, et je terminerai par ça. C'est que c'est un petit oiseau en Amérique du Sud, qui en fait est dans une forêt où il y a beaucoup d'animaux, de gros animaux, il y a un incendie. Et en fait, il prend un petit peu d'eau dans son bec et il essaie d'aller un peu mettre sur le feu. Et alors les gros animaux, ils passent à côté, ils disent « Ouais, mais attends, ça sert à rien ce que tu fais !» Et le petit oiseau, il dit « Moi, je fais ma part. » Voilà. Donc je terminerai là-dessus. Ouais, merci Marion. Si on veut te contacter, comment on fait? Alors justement, pour me contacter, vous pouvez me contacter via le site internet qui est www.danslairdutemps.org. Donc, dans l'air du temps, c'est dans, D-A-N-S, l'air, L-E-R-E, du temps, tout attaché, .org. Sinon, je suis joignable. Voilà, je suis joignable sur internet, vous pouvez me contacter. Voilà, n'hésitez pas, parce que je suis vraiment intéressée à accompagner les entreprises dans leur démarche de développement durable. J'en profite pour ajouter une chose, c'est que je monte actuellement avec une partenaire ce qu'on appelle les ateliers Lunch and Learn, qui sont des ateliers autour de la consommation responsable et de l'alimentation saine. Et là, l'idée, c'est de toucher les citoyens, enfin les salariés en tant que citoyens dans l'entreprise, pour qu'ils se mobilisent plus sur la démarche de développement durable, que ça permet en fait de participer à la qualité de vie au travail de l'entreprise, puisque ce sont des ateliers qui sont organisés à l'heure du déjeuner.
Et sur des thèmes variés comme le zéro déchet, comment les labels responsables, comment est-ce que je fais la distinction entre les bons et les mauvais labels quand j'achète mes produits. Ça peut être sur l'économie circulaire, quels gestes moi je peux faire pour l'économie circulaire. Ça peut être sur l'engagement associatif, sur je réduis mon sucre, je réduis mon gluten, etc. Et c'est vraiment des sujets autour du bien-être du salarié. Voilà, j'en profite pour dire que j'anime ces ateliers en entreprise. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt.